486, à Soissons, les guerriers francs de Clovis affrontent l'armée du général Syagrius, dernier représentant dans le nord de la Gaule d'un pouvoir romain en déliquescence après la chute, 10 ans plus tôt, du dernier empereur. Les barbares francs mettent l'adversaire en déroute et Syagrius se réfugie à Toulouse chez les Visigoths d'Alaric. Clovis se taille désormais un important fief en Gaule où il s'installe durablement. Il peut maintenant se préparer à de nouvelles conquêtes vers le sud. En 496, à Tolbiac, non loin de Cologne, Clovis vient en aide aux Francs ripuaires, menacés par les Alains. L'issue de la bataille est longtemps incertaine, avant qu'un signe de Dieu dans le ciel ne montre à Clovis le chemin de la victoire. Le miracle de Tolbiac convainc le païen Clovis d'embrasser la foi chrétienne de son épouse Clotilde. En repoussant les Alains, le roi franc s'assure de la solidité de la frontière et de son royaume. En 507, à Vouillers, près de Poitiers, l'armée franque fait face à son plus puissant adversaire, le chef des Visigoths, Alaric. Une fois encore, les Francs sont victorieux et la légende nous raconte que Clovis tue Alaric de ses propres mains. La voie est libre désormais pour Clovis, qui peut entreprendre la conquête de l'Aquitaine et atteindre Toulouse l'année suivante. Il règne désormais sur un immense territoire qui n'est pas loin de ressembler à la France actuelle. Quand Clovis meurt en 511, son royaume est, conformément à la tradition franque, partagé entre ses 4 fils. Thierry Ier reçoit l'Austrasie, Clodomir s'installe à Orléans pour régner sur la vallée de la Loire, Clotaire Ier est maître de la Neustrie, et Childebert Ier prend possession de Paris et de la vallée de la Seine. Ce partage ne menace pas l'intégrité du regnum francorum, mais il est lourd de menaces et annonce des querelles sans fin entre les héritiers. À la mort de Clotaire, en 561, c'est à nouveau le morcellement du royaume des Francs. Clotaire est en effet entré en possession des domaines de ses frères disparus avant lui. Il faut maintenant partager entre ses 4 fils. L'Austrasie revient à Sigebert et la Neustrie à Chilpéric. Caribert reçoit Paris tandis que Gontran règne sur Orléans et la Bourgogne. Mais entre les frères et les belles-sœurs, la bonne entente ne va pas durer. Commence alors une période troublée et violente qui va voir les différents royaumes francs se déchirer. Quand la reine Bruno disparaît en 613, mise à mort par Clotaire II, celui-ci peut régner seul sur l'ensemble du royaume franc. Roi de Neustrie, il s'est déjà emparé de la Bourgogne et le voilà maître de l'Austrasie. Après 2 décennies de guerre, il entreprend alors de ramener un peu de paix, mais il ne durera pas, même si son fils Dagobert sera lui aussi, pour un temps, seul maître du regnum francorum. En 639, les maires du palais, chefs de l'administration mérovingienne, sont désormais les véritables maîtres. Dagobert vient de mourir et ses 2 fils, Sigebert III et Clovis II, n'ont pas 10 ans. En Austrasie, c'est Pépin de Landenne qui tient les rênes du pouvoir politique. Son fils, Grimoald, lui succédera, installant une véritable dynastie de hauts dignitaires régnant à la place des rois mérovingiens. En 687, à Tertry, le maire du palais d'Austrasie, Pépin de Herstal, est vainqueur de l'armée franque de Neustrie. Une trêve s'instaure dans la longue lutte entre les 2 grands royaumes. Et Pépin détient seul le pouvoir, se proclamant duc et prince des Francs. L'Austrasie est désormais le plus puissant royaume du regnum francorum. En 732, à Poitiers, Charles Martel barre la route à un nouvel ennemi venu du sud. Depuis l'Espagne qu'ils ont presque entièrement conquise, les Arabes musulmans multiplient les raids et les incursions outre-Pyrénées, s'établissant même un temps à Nîmes et à Narbonne. Quand un nouveau raid a lieu en direction de la riche abbaye Saint-Martin de Tours, Charles intervient et taille en pièces son adversaire à Poitiers. Il ne s'agissait que d'un raid, non d'une invasion, mais la victoire de Charles sur les infidèles lui vaut le surnom de Martel, le marteau, une allusion au héros biblique Judas Maccabée. Childéric III est déposé en 751 par le fils de Charles Martel, Pépin le Bref. Personne ne se souvient de Childéric, et pour
cause, le longtemps que les rois mérovingiens ne règnent plus, le pouvoir étant pleinement entre les mains des maires du palais. Childéric est donc un souverain fantoche, sans aucun pouvoir. C'est parce que ces souverains ne règnent pas pleinement que certains chroniqueurs ont popularisé l'expression de roi fainéant, pour évoquer les derniers mérovingiens. En 751, Pippin est suffisamment assuré de son autorité pour envoyer une bonne fois pour toutes le malheureux Childéric, auquel on rase la tête avant de l'enfermer dans une abbaye.